France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Oedipe a-t-il vraiment tué son père? Contre-enquête sur les tragédies antiques, car la Grèce, 5 siècles avant Jésus-Christ, nous offre déjà les ingrédients nécessaires pour un bon polar, un crime. Un meurtrier insaisissable, une bonne dose de mystère et une enquête ponctuée d'indices, de fausses pistes, de rebondissements. C'est le cas avec Oedipe roi de Sophocle. La tragédie et l'enquête peuvent commencer. Lorsque la voix des dieux annonçait à mon père qu'il mourrait de la main de son fils, je n'étais pas encore né, ni même conçu par ma mère. Et quand plus tard, en un moment si tristement célèbre, j'ai tué mon père sans savoir qu'il était mon père. Dans l'ignorance commune de la victime et du bourreau, peut-on me reprocher aussi ce crime involontaire? Le cours de l'histoire. On l'amène! Ce que je hais par-dessus tout, ce sont ceux qui se vantent de leurs crimes alors qu'ils ont été pris sur le fait. Je suis entre tes mains, que veux-tu de plus que ma mort? Rien. Ta mort me suffit amplement. Alors qu'attends-tu? Oedipe, au commissariat du commissaire Moulin. Bonjour Lucie Thévenet. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes maîtresse de conférences en langue et littérature grecque à Nantes Université. Et bonjour Claire Polian. Bonjour Xavier. Vous êtes maîtresse de conférences en littérature comparée à l'université Paris-Cité. Toutes les deux, vous allez nous guider dans ces tragédies de l'Antiquité. Beaucoup de meurtres dans l'Antiquité. Lucie Thévenet, c'est ainsi que nous imaginons bien souvent la narration des moments de la mythologie et même de l'histoire grecque. Il y a des meurtres, il y a des assassins, donc dès lors, il peut y avoir enquête et polar. On peut se dire ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de cadavres qui parsèment les routes de la mythologie. Des cadavres, des assassins. Alors après, quant à savoir qui est le meurtrier, la question se pose pas forcément tout le temps, parce que généralement on sait bien qui tue et pourquoi. Mais en tout cas, Sophocle dans Oedipe roi nous met face à cette interrogation. Claire Polian, pourquoi Oedipe roi est un bon exemple ici d'une réflexion sur les contre-enquêtes à mener sur ces tragédies grecques? Pour une raison première qui est qu'il y a une enquête dans Oedipe roi. Donc, une tentation peut-être de la reprendre à nouveau frais, de se demander si l'intrigue telle que développée par Sophocle tient bien compte de tous les indices qu'elle-même pourtant évoque. Donc, on peut reprendre une enquête à partir du moment où il y a déjà une enquête. Et d'autre part, le mythe d'Oedipe est tellement prégnant dans notre culture, tellement associé à de la culpabilité, tellement associé au complexe d'Oedipe, qu'il est par moments tentant, 2000 ans après, d'ébouriffer un petit peu l'histoire, la réception et de proposer des scénarios alternatifs. Qui est l'assassiné dans Oedipe roi? Parce que déjà, il faut peut-être commencer par là, le cadavre. Par identifier le corps, voilà, de c'est fait. Ça. Le cadavre, c'est celui de Laios. Laios, c'était le roi de Thèbes, c'est le père d'Oedipe, descendant d'une lignée fameuse, etc., et qui est assassiné hors de la ville, à un endroit, là aussi, assez symbolique, un carrefour de différentes routes. Et voilà, il est tué par des individus, un individu, ou en tout cas, lui et sa suite. Quelle suite? Combien y a-t-il de personnes? Et donc la victime d'une rixe pour un refus de laisser passer, en fait, un refus de céder le passage dans ce carrefour qui amène donc à ce crime. Il nous faut un témoin. Nécessairement. Alors, qui raconte cette histoire-là? Qui raconte le crime? Alors, qui raconte le crime? Il va déjà y avoir différentes versions. En tout cas, on a Oedipe, lui, après coup, dira qu'il a tué tout le monde. Donc à la fois le vieillard qui l'empêchait de circuler et puis son escorte. Et quand, des années après, on reprend cette affaire, on comprend, au dire de Jocaste en particulier, mais aussi d'un on-dit général à Thèbes, qu'il y aurait un témoin rescapé. Et ce témoin rescapé, toute l'affaire va être de confronter sa version à celle d'Oedipe et de voir ce qu'on peut en tirer. Jocaste, c'est la femme de Laios, c'est la femme de celui qui a été tué. Claire Polian, parce que l'histoire pourrait être simple et dramatique, bien sûr, mais enfin c'est une tragédie. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre? Laios, le roi de Thèbes, est assassiné par une bande de brigands, on pourrait le dire ainsi, ça c'est une des versions qui circulent. L'enquête commence.
quelques temps plus tard, hein, parce que il y a cette temporalité qui est à prendre en compte. Pourquoi, à un moment donné, on se dit, là, va falloir enquêter pour savoir qui a tué Laïos? Eh bien, parce que Thèbes se trouve sous le coup d'une peste affreuse et que Édipe, qui est roi de Thèbes, bien qu'il n'en soit pas un citoyen originel, pense-t-il, mais qui est roi de Thèbes parce qu'il a presque une génération plus tôt sauvé Thèbes de la Sphinx, Édipe envoie consulter les oracles pour savoir ce qu'il peut faire contre la peste. Et les oracles d'Apollon lui font dire par la voix de Créon, son beau-frère, donc le frère de Jocaste, qu'il faut retrouver les meurtriers de Laïos, le roi précédent. D'où l'enquête. Génial. Donc nous voyons bien la scène. Oedipe est roi parce qu'il remplace celui qui est mort avant, c'est Laïos. Et quelques années plus tard, il va falloir trouver qui a tué Laïos pour libérer Thèbes de la peste. Et dès lors, Oedipe relance l'enquête. Oedipe. Est-ce en son palais, ou à la campagne, ou hors du pays que Laïos est mort assassiné? Créon. Il nous avait quittés pour consulter l'oracle, disait-il. Il n'a plus reparu chez lui du jour qu'il en fut parti. Oedipe. Et pas un messager, un compagnon de route n'a assisté au drame dont on put tirer quelque information? Créon. Tous sont morts, tous sauf un qui a fui effrayé et qui n'a pu compter de ce qu'il avait vu qu'une chose, une seule. Oedipe. Laquelle? Un seul détail pourrait en éclairer bien d'autres, si seulement il nous offrait la moindre raison d'espérer. Créon. Il prétendait que Laïos avait rencontré des brigands et qu'il était tombé sous l'assaut d'une troupe, non sous le bras d'un homme. Oedipe. Des brigands auraient-ils montré pareille audace si le coup n'avait pas été monté ici et payé à prix d'or? Créon. C'est bien aussi ce que chacun pensa. Mais Laïos mort, plus de défenseurs qui s'offrit à nous dans notre détresse. Oedipe. Et quelle détresse pouvait donc bien vous empêcher, quand un trône venait de crouler, d'éclaircir un pareil mystère? Créon. La Sphinx au chant perfide. La Sphinx qui nous forçait à laisser ce qui nous échappait, afin de regarder en face le péril placé sous nos yeux. Aïe, 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 aïe. Oedipe veut savoir qui a tué son prédécesseur, Laïos. Alors là, nous avons tous ces éléments qui entrent en scène avec cette scène qui a permis d'ailleurs à Oedipe de devenir le roi de Thèbes. C'est qu'il a su répondre à la question perfide posée par la Sphinx, c'est-à-dire, c'est quoi la question? C'était qu'est-ce qui marche le matin à 4 pattes, après à 2 pattes et après à 3 pattes? Quel est cet être mystérieux? Et c'est l'humain. Et donc voilà, Oedipe répond, il devient roi. Mais sauf que maintenant, faut qu'il trouve le meurtrier de son prédécesseur. Oui, en même temps, l'extrait qu'on vient d'entendre nous montre combien la chose est fragile. C'est-à-dire qu'on n'a qu'un témoin qui pourrait témoigner de la mort de Laïos, et que par ailleurs, la ville n'a plus jamais revu Laïos depuis qu'il est parti sur la route des oracles. Donc, on ne sait pas non plus ce qu'est devenu le cadavre de Laïos. La tension est à son comble à ce moment-là. L'enquête ici en grec, c'est l'histoire aussi. Et c'est en cela qu'il y a une mise en abîme qui est absolument fabuleuse, Lucie Thévenet, parce que tout ce que nous évoquons ici, presque comme des faits réels, s'inscrivent dans une réalité historique. Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ quand est représentée cette pièce, Oedipe roi de Sophocle. Quelle est la portée d'une telle pièce? Quelle est l'idée ici au moment où un auteur se met à écrire une pièce? Dans quel cadre est-elle jouée? Je peux répondre d'abord sur le cadre, peut-être très rapidement. Après, la question de savoir pourquoi Sophocle a écrit cette pièce, on va peut-être détailler d'une autre manière. Représenter une tragédie au 5e siècle, c'est s'inscrire dans un cadre qui est à la fois civique et religieux, puis les deux sont mêlés de toute façon, on peut vraiment pas les séparer. C'est de célébrer le dieu Dionysos, qui est dieu du théâtre, mais aussi dieu des passages, on pourrait dire plus largement. Et donc voilà, chaque année, alors il y a plusieurs festivals, c'est comme ça qu'on les appelle, dans cette histoire athénienne pour laquelle on a le plus de sources. Alors sans doute il y avait aussi d'autres formes de théâtre et des théâtres ailleurs, mais c'est des recherches qu'on développe plutôt actuellement. Et donc voilà, il y a ces moments qui scandent l'année, dont les plus fameux sont les grandes Dionysies, en fait, au mois de mars-avril. Pendant une semaine, on célèbre Dionysos par différentes représentations qui sont à la fois évidemment des tragédies dont on parle là, mais aussi des comédies, drames satiriques, des dithyrambes aussi, et donc vraiment des formes spectaculaires diverses qui rassemblent en fait la population.
la population athénienne et à cette date-là même la population extérieure. Et voilà. Et donc, ce sont des concours. Pour ça, je parlais de festival, mais il y a de fait un palmarès, des concours et pour lesquels sont déjà sélectionnés en fait les participants, puisqu'on aura 3 auteurs tragiques qui vont concourir en même temps. Et donc Sophocle en fait partie bien souvent. Et les dramaturges, les tragédiens en tous les cas, présentent donc 3 tragédies plus un drame satirique. Donc ils présentent une tétralogie qui pendant toute une période devait être liée avec une thématique commune, une geste commune sur une famille. C'est plus le cas avec Sophocle, qui va vraiment recentrer aussi plutôt sur un épisode précis de l'histoire de tel ou tel personnage. Et voilà, donc il présente cette tétralogie. Et ensuite, on va désigner à travers un processus très compliqué un vainqueur, enfin en tout cas donner un classement. Et c'est un honneur évidemment fabuleux que de gagner ces concours. Le tout visant à honorer les dieux. C'est quand même l'émulation pour être les meilleurs pour les dieux. C'est pas une gloire personnelle, on pourrait dire. Voilà, c'est pour les dieux, bien sûr. Est-ce que cette tragédie est destinée à être par la suite représentée de nouveau dans d'autres lieux pour qu'un autre public puisse y assister? Alors c'est là où il faut qu'on sorte de notre logique de festival justement, c'est-à-dire que les tragédies a priori ont vocation à n'être représentées que cette unique fois. Alors ensuite il y aura quand même un phénomène de reprise et plus tardivement, en particulier avec ces auteurs qui deviennent ensuite canoniques, ce sera institué un peu plus tard au IVe siècle. Mais on a aussi quelques traces qui peuvent nous laisser entendre qu'elles pouvaient peut-être être jouées dans quelques dèmes autour d'Athènes, par exemple, pour les tragédies athéniennes. Mais a priori, moi j'aime bien présenter les choses comme ça, c'est de se dire voilà, c'est une unique fois. Et ça nous aide aussi à comprendre autrement ce phénomène du spectacle, de ce déroulement d'un début à une fin sur lequel on ne peut pas revenir en arrière. Et qui est donc unique. Claire Pollian, Oedipe roi de Sophocle, c'est un monument tel que la pièce nous a été livrée, mais j'entends ici qu'il y en avait beaucoup plus. Il y a la temporalité et le filtre du temps qui fait que certaines ont pu traverser vraiment les siècles et nous arriver. Oedipe roi, dans sa réalité de représentation, c'est une pièce qui est très longue, c'est quelque chose qui demande des heures de spectacle ou c'est quelque chose de bref? Je ne sais pas où est-ce qu'on place le curseur, mais je ne sais pas pour l'Antiquité. Je pense que la Lucie Thévenet pourrait mieux dire. Aujourd'hui, c'est une pièce qui me semble d'un format habituel. Voilà, c'est ça. Oui, aujourd'hui, quand on la joue, c'est standard. J'ai envie de dire. Oui, 2 heures. 2 heures. Voilà. Après, ça, le théâtre, ça pourrait aussi durer 5 heures. On n'a pas. Mais si on se base vraiment sur le support du texte lui-même et juste se dérouler là sans trop d'ajouts, on pourrait dire ça peut être ce temps-là. Après, la temporalité de la représentation en Grèce, il faut aussi se dire que c'était des journées entières, parce qu'on venait le matin et on assistait à des spectacles, plus des spectacles, plus des spectacles. Donc c'est pas du tout là non plus la même. On n'est pas du tout à la même place en fait en tant que spectateur aujourd'hui, évidemment que les Grecs, parce que à part dans certains festivals ou dans certaines entreprises de jouer 4 pièces, 5 pièces d'un coup, on n'assiste pas autant de théâtre à la suite. Mais... Et est-ce que c'est un sujet original de s'emparer d'un sujet mythologique et de le représenter ainsi? Est-ce que c'est vraiment le schéma classique de ces tragédies? C'est le passage obligé. Les sujets des tragédies, ce sont, comme on dit dans l'Antiquité, les miettes d'Homère, donc à la fois empruntés à l'épopée, mais aussi à toutes les autres formes qui, à la fois littéraires orales et même artistiques, iconographiques. N'oublions pas qu'on a aussi des programmes iconographiques sur les temples. Cette mythologie, elle est partout. On a aussi les rituels qui rappellent très régulièrement quels sont les destins des dieux et de leurs descendants. Donc voilà, la matière mythologique, c'est le fond des tragédies. À différence de la comédie qui va plutôt s'emparer de sujets soit d'actualité, soit un peu imaginaire, avec quelquefois des dieux quand même, mais c'est pas du tout le même sujet, on pourrait dire. Le drame satirique, lui, va aussi employer la mythologie, mais finalement la jouer, c'est comme si on jouait une tragédie sur le mode comique, on pourrait dire, avec des chœurs de satire, ivres. Donc ça, c'est un autre univers, mais c'est vraiment cette matière mythique qui est le fond. Après, sur l'histoire d'Édipe et sur cette geste thébaine, on pourrait dire plus largement, c'est pas du tout une innovation. On a des épopées sur le sujet,
qui sont aujourd'hui perdus. Alors, on a très peu de traces dans Homère de l'histoire d'Œdipe, mais on avait une Thébaïde, une Oedipodie, enfin voilà, on a des textes épiques dessus. On a aussi d'autres tragédies. On sait qu'Échille avait composé une trilogie liée, enfin plus un drame satirique, mais sur ce même sujet, dont nous reste le troisième temps, les 7 contre Thèbes. Mais avant, il y avait un Laïos, un Édipe. On a des fragments, justement, de ces pièces-là, et même d'autres auteurs. On sait qu'Euripide avait aussi composé un Édipe et une Antigone. Donc le sujet n'est pas nouveau. Oui, le sujet n'est pas nouveau et la mythologie, on l'entend bien ici, est source d'inspiration avec une place civique, religieuse dans la cité. Et ça, c'est important de le souligner. Nous ne sommes pas uniquement dans le spectacle. La tragédie dans la cité par Pierre Vidal-Naquet. La tragédie, c'est le mythe vu depuis la cité et depuis le citoyen. C'est-à-dire que c'est la mise à distance du mythe ou de la légende. Je suis même pas sûr que le mot de mythe convienne tellement. Mise à distance sous la forme du héros qui est là face au spectateur et qui, à peu près inévitablement, va se casser la figure. Et je ne crois pas que l'on puisse dire simplement, comme on le dit parfois, qu'il y a d'un côté le héros qui représente le mythe et le cœur qui représente la cité. Je crois que la cité, elle est dans le dialogue entre le cœur et le mythe. Que la tragédie est bien un miroir de la cité, mais un miroir en quelque sorte brisé. Ça vous convient, ça, Lucie Thévenet? En même temps, c'est pas facile de dire non. Pierre Vidal-Naquet, l'historien qui s'exprimait sur France Culture en 1989 se trompe. Non, mais cette idée de miroir. Ce miroir brisé, c'est une image qu'on reprend souvent. C'est une très belle image. Et de fait, enfin là, ce que je voulais souligner en écoutant, ce qui me venait en tête en écoutant cet extrait et qu'on n'a pas encore dit, c'est justement, il parle du personnage, du héros et du cœur. Et on n'a pas encore souligné le fait que ces tragédies, il faut pas les voir comme aujourd'hui on les montrait. Hein, c'est-à-dire que c'est pas des tragédies à la mode classique. Au mode classique, je veux dire, tel qu'on aurait des sujets mythologiques chez Racine. On est vraiment face à une forme qui n'a pas d'équivalent, en fait, aujourd'hui, qui est une sorte on pourrait dire de dialogue, mais entre des parties qui sont confiées aux acteurs et des parties confiées au chœur. Le chœur est extrêmement important, quoi qu'on en dise, et même tout au long du Ve siècle. Et cette tragédie, elle a très certainement une origine chorale. Je reprends là le titre de l'ouvrage de Claude Callame, la tragédie chorale. Enfin, on voit bien telle qu'elle est construite, telle qu'elle est sa structure, la force de cette alternance et ce qu'elle donne aussi de fort en fait dans la confrontation aussi des points de vue. C'est peut-être beaucoup dire, mais on est toujours étonné de voir la complexité qu'il y a à trouver le propos, on pourrait dire, de tel ou tel texte. Et il n'y en a pas, en fait. C'est justement le jeu et de montrer la complexité de cette confrontation. Claire Pollian, ça correspond bien à ce que nous disions sur Oedipe roi de Sophocle. Cette complexité, c'est ce qui permet l'enquête, ce qui permet aussi la réflexion. Parce que, faut le rappeler, la narration tient l'attention. On veut savoir. Il y a un crime, il faut trouver le meurtrier, une enquête. Donc ici, la recherche d'indices, etc., ça pourrait être ça. Mais en tout cas, la narration, la structure elle-même de la tragédie s'apparente à ce qu'on peut qualifier de polar. Oui, absolument. Et en même temps, vous avez dit la chose, on veut savoir. Il y a aussi une mise en scène de la passion du savoir, ou du savoir comme passion, voire comme excès. Parce qu'au fond, si on en savait moins, si Oedipe en savait moins, il en serait plus heureux. Du reste, c'est ce que met en scène à une grande époque de distance, c'est ce que met en scène le film de Pasolini. Dans Oedipe roi, Pasolini insiste sur cette dimension passionnelle du savoir, qui va être un savoir destructeur parce que inassimilable pour la personne même qu'il recherche. Et donc ça, c'est un des axes de lecture d'Oedipe roi. Et évidemment, ça ouvre aussi à la possibilité donc comme de l'enquête et d'une réécriture ludique d'Oedipe. Réécriture ludique qui pose le savoir de façon la question du savoir de façon beaucoup moins tragique, en fait, qui en fait un jeu.
Oui, cet aspect ludique d'ailleurs nous plaît beaucoup. Cold Case en Grèce antique, c'est le titre de l'ouvrage collectif dirigé par Zoé Angélis et Pierre Bayard, un ouvrage auquel vous avez toutes les deux participé, publié aux éditions du CNRS, et notamment Oedipe Roi, qui ici d'ailleurs ouvre l'ouvrage et de livraison en livraison, de regard en regard, nous permet aussi de mener l'enquête. Oedipe, roi de Thèbes, doit débarrasser sa cité de la peste, et pour cela, l'oracle lui a dit qu'il fallait trouver le meurtrier du roi d'avant, là, Laios. Oedipe mène l'enquête. Quel que soit le coupable, j'interdis à tous, dans ce pays où j'ai le trône et le pouvoir, qu'on le reçoive, qu'on lui parle, qu'on l'associe aux prières ou aux sacrifices, qu'on lui accorde la moindre goutte d'eau lustrale. Je veux que tous, au contraire, le jettent hors de leur maison, comme la souillure de notre pays. Voilà comment j'entends servir et le Dieu et le mort. Je voue le criminel, qu'il ait agi tout seul sans se trahir ou avec des complices, à user misérablement, comme un misérable, une vie sans joie. Et si d'aventure je venais à l'admettre consciemment à mon foyer, je me voue moi-même à tous les châtiments que mes imprécations viennent à l'instant d'appeler sur d'autres. Léopoldine H.H. qui lisait ici cet extrait d'Oedipe Roi de Sophocle. C'est la scène, justement, entre le cœur et Oedipe, Lucie Thévenet, l'importance du cœur, parce que il y a ce dialogue. Le cœur, c'est quoi, en fait? C'est presque ce miroir, une symbolique de l'ensemble qu'est la cité qui, d'un seul coup, intervient dans la tragédie. Je serais assez prudente avec une définition, une définition comme celle-ci, exactement comme le dit d'ailleurs, comme le disait à l'instant Pierre Vidal-Naquet, c'est-à-dire qu'on peut pas se dire que le cœur c'est la cité et qu'en face on a un héros tiré de la mythologie qui est complètement extérieur et à qui il va arriver des choses et qu'on va regarder souffrir. Oui, le cœur c'est une entité commune. Alors de fait, ça a évidemment des échos avec la cité athénienne et surtout le développement de la démocratie athénienne et le fait qu'on essaie de travailler en groupe, dans la collégialité. Le chœur, ce sont d'ailleurs des citoyens. Les acteurs sont professionnels, mais le chœur est formé de citoyens qui s'entraînent pour l'occasion. Alors ils sont tous aussi formés au chant et à la danse, mais il faut imaginer que ça mobilise quand même, au moins sur les 3 dramaturges qui sont en lice, entre 12 et 15, on dit selon les époques, mais en gros 15 personnes à chaque fois, donc ça fait déjà un bon nombre. Et donc il y a cette lecture qui dit que c'est la cité qui s'engage et qui participe au spectacle et qui est donc une sorte finalement d'entre-deux entre le public et puis ce qui se passe sur la scène entre guillemets. Mais ce cœur, il faut pas non plus en faire le commentateur et puis l'espèce d'état médian des choses. Le chœur, il peut aussi participer pleinement à l'action. Il dialogue d'ailleurs avec les personnages, sans doute une trace d'une forme peut-être plus ancienne de la tragédie elle-même. Et le chœur est d'une certaine manière un acteur. On peut le présenter comme ça. On en a besoin dans les polars. Vous savez, il y a toujours ces 2 grandes familles de polars, ambiance commissaire Maigret. On ne sait pas qui a tué et on le découvre à la fin. Diantre, c'était lui. Et puis, il y a Colombo. Colombo, dès le début, on sait qui a tué. Et après, c'est de voir comment l'inspecteur va prouver que c'est lui qui a tué. Et j'ai envie de dire que dans Oedipe Roi, Claire Paulian, nous sommes un peu dans Colombo. Nous savons qui l'a tué parce que on nous a dit que c'était Oedipe, parce que nous vivons dans une société où ces histoires-là sont racontées, comme on disait tout à l'heure. Il y a d'autres tragédiens qui s'emparent du sujet. Et donc, on le sait. Et c'est cette mise en abîme fascinante quand on entend Oedipe qui dit « Je dois trouver l'assassin de Laios parce que c'est cela qui va sauver Thèbes de la peste. » Mais nous savons que c'est lui-même l'assassin. Donc il se condamne lui-même, il se maudit lui-même. Oui, il se condamne lui-même, il se maudit lui-même, et pour nous, c'est un moment à la fois d'effroi, de terreur, et peut-être de plaisir aussi à le voir courir à la catastrophe de façon aussi aveugle. Donc c'est ce qu'on appelle l'ironie tragique, et qui fait aussi ce rapport très ambigu. Très ambivalent, à certains égards presque malsain à l'égard vis-à-vis du héros tragique qui va déchoir. Et en même temps, comme vous l'avez dit, on le sait,
On le sait parce qu'on nous l'a dit. L'enquête de critique policière initiée par Pierre Bayard ne se satisfait pas à des on-dit. Il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit. Et il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit parce que ce serait le discours social. Il faut reprendre les choses à la base, calmement, rationnellement, comparer les indices et voir si finalement ce savoir n'est pas un horrible présupposé, un horrible préjugé, une absence totale de réflexion critique qui nous livre à la fascination pour le coupable sans même penser qu'il puisse être un justiciable, citoyen de droit comme quiconque d'autre. Parce qu'il y a quand même, dans ce qui nous est raconté au cours de l'enquête, des éléments discordants. Il y a des choses, ça ne va pas, Claire Pollian, ça ne va pas, cette histoire de brigands, là. Expliquez-nous. Il y a trop de brigands d'un côté, il n'y en a pas assez de l'autre. Oui, c'est tout à fait vrai. Il y a trop de brigands. Non seulement on n'a qu'un témoin rescapé du meurtre de Laios et de son équipage qui parle de ces brigands-là. Donc un témoin, c'est quand même peu d'indices. Et on n'a pas, encore une fois, le corps de Laios. D'autre part, il y a d'autres indices tout à fait discordants. Pierre Bayard relève que tout ce qui est dit autour des plaies qui auraient été infligées à l'enfant Oedipe lorsqu'il a été abandonné par Laios et Jocaste, voué à la mort, puis finalement recueilli par un berger, les plaies ne sont pas décrites de la même façon par le berger qui l'a abandonné d'abord, puis par le berger qui l'a recueilli. Par ailleurs, Jocaste prétend que Laios a fait tuer l'enfant, mais plus tard on apprend que c'est elle-même qui aurait confié l'enfant à abandonner au berger thébain. Donc plein de petites choses comme ça font qu'on peut être légitime à reprendre l'enquête. Avec la question qui se pose toujours de se dire, mais attendez, est-ce que ces éléments-là que vous pouvez développer aujourd'hui étaient perçus par les gens qui assistaient pour la première fois, donc dans les années 430 avant Jésus-Christ, 420 avant Jésus-Christ? Est-ce que déjà là, il y a l'idée que, ah ben non, ça colle pas, attendez, il y a quand même quelque chose de bizarre, mais ça peut participer aussi d'une forme de narration, hein. Moi, j'ai toujours été frappée en travaillant sur les tragédies justement par ce qui bloque, par ce qui est bizarre, en fait. Il y a plein de moments où on a l'impression que c'est étrange. Alors, on peut se dire que c'est notre lecture d'aujourd'hui. Là où on se positionne aujourd'hui, c'est une histoire de réception différente. Après, parfois, je me dis, bon, quand même, ça se trouve, ça devait quand même étonner aussi le public d'alors. Ça a étonné dans les siècles qui suivent les commentateurs, les scoliastes, qui ont eu de cesse de repérer ces petites contradictions et on en a déjà des traces dans l'Antiquité, de questionnement là-dessus. Après, je me dis, là où ça frotte, justement, alors, première explication, on peut dire, bon, finalement, dans le temps d'une représentation, on ne peut pas revenir en arrière, ça passe, personne ne se rend compte. Ça, c'est parfois l'explication qu'on donne. Il y a d'autres choses où on dit, ça, c'est la licence tragique. Ça, c'est l'espèce d'excuse. C'est pas cohérent, mais c'est pas très grave. Il arrive, il vient de repartir, et bon, voilà, c'est normal, c'est du spectacle, et il y a des codes qui l'acceptent. Après, on peut aussi se dire que, soit que Sophocle ne s'est pas composé ou qu'il s'est pas relu, mais que ce sont des choses qui sont laissées là aussi. Moi, j'aime bien penser que ce sont aussi des traces de traditions différentes, puisque la tragédie, c'est aussi finalement, à un moment donné, on prend une version, ou en tout cas le dramaturge compose sa version à partir de ce qui existe, qui est pas forcément la plus connue, qui peut aussi rebondir sur tel ou tel élément qu'il va développer. Et pour que ça parle aussi aux spectateurs, on peut avoir des échos, des citations même, d'autres œuvres. Alors après, de là à dire que dans la même pièce, les blessures sont décrites différemment, et de fait elles le sont, les mots ne sont pas du tout les mêmes. Soit il est lié, soit on a vraiment quelque chose qui lui transperce les pieds. On se doute bien que ça ne fait pas la même chose. Et peut-être que c'est là pour nous dire que les versions les versions des différents personnages cette fois ne sont pas concordantes. Leurs récits ne sont pas concordants. Mais je dirais de la même manière que tout à l'heure que dans la tragédie, il n'y a pas de point de vue unique. Et c'est finalement la multiplicité des points de vue que ça reflète. Et c'est au cœur, moi, je crois, du théâtre antique sur cette question. Oui, et puis de la démarche
scientifique aussi, au sens où, tout à l'heure, Claire Pollian, vous avez évoqué un aspect ludique aussi dans le regard nouveau apporté sur ces tragédies de l'Antiquité, ludique et puis pertinente, parce que ça permet aussi de reposer les questions en s'inscrivant dans une très longue histoire. On l'a entendu, déjà l'idée qu'il y a des incohérences et que c'est pas clair, peut-être que Oedipe n'a pas tué son père, etc. Peut-être que, voilà, ça c'est dans l'Antiquité. Donc c'est aussi approcher ces textes anciens d'une autre manière. Oui, pour rebondir également sur ces discordances au sein de la pièce de Sophocle, elles sont d'autant plus intéressantes que toute la pièce repose sur une question de croyance, puisqu'on cherche un coupable. Donc la pièce peut être lue d'une certaine manière comme la narration d'une cristallisation d'une croyance. Et que au sein de cette pièce-là, qui narre la cristallisation d'une croyance et d'une violence collective qui va s'exercer sur Édipe, il est d'autant plus intéressant que tous les indices ne concordent pas. Parce que du coup, un gouffre s'ouvre qui est qu'est-ce qui fait croyance si ça n'est pas la preuve rationnelle. Et c'est dans cette brèche que peut s'engouffrer, par exemple, René Girard, lorsqu'il lit Édipe comme l'un des exemples d'une violence collective qui se déchaîne sur un bouc émissaire, dont au fond peu importe de savoir rationnellement s'il a commis un crime ou pas. L'important n'est pas là. Et voilà, c'est ce genre de gouffre-là couvre aussi aujourd'hui la pièce de Sophocle. Quant à reprendre la question de façon ludique, oui, je pense que c'est nourrir avec un texte aussi chargé, aussi violent que celui d'Édipe, nourrir un autre rapport et réouvrir des lectures moins prisonnières d'un univers très sombre. Oui, parce que l'univers est effectivement sombre et l'important ici que nous accordons à trouver le meurtrier de Laïos n'est aussi peut-être pas l'importance que les gens de l'Antiquité accordaient. C'est peut-être pas ça le but aussi de ces tragédies-là. C'était peut-être pas la préoccupation première. Lucie Thévenet, nous sommes baignés d'un imaginaire cinématographique, bien souvent, et littéraire aussi, autour du polar. Les gens de l'Antiquité, eux, ne pouvaient pas penser la même chose. Ils regardaient ces tragédies avec une autre envie. Sûr qu'il ne devait pas les regarder comme on regarde une série policière aujourd'hui. Après, quant à savoir quelle est leur envie, c'est une question assez compliquée. Pourquoi est-ce qu'on allait voir des tragédies ? Encore une fois, on n'allait pas voir que des tragédies déjà. On allait voir des spectacles très variés. Et tout le monde y allait. Mais pour le dire autrement, s'il y a des incohérences, c'est peut-être aussi parce que c'était pas au cœur du propos, tout comme dans les San Antonio, le crime à résoudre. En réalité, on s'en moque un peu. C'est tout le tour qui est intéressant, c'est le texte, le maniement de la langue, etc. Et les personnages aussi à présenter. Disons que, de toute façon, cette pièce-là, elle est aussi... Claire parlait d'une cristallisation autour de la question de la croyance. C'est une pièce sur le savoir et sur la recherche du savoir et sur le questionnement, en fait. On parlait d'historia tout à l'heure et de l'enquête, c'est vraiment là-dessus. Et je crois que les autres pièces... Les autres tragédies qu'on a le posent peut-être moins, mais celle-là, elle est centrale là-dessus, parce que justement, on pose Édipe comme il se définit lui-même dans la pièce, comme Édipe qui ne sait pas, avec un jeu de mots sur son nom en plus, parce que dans son nom, il y a à la fois son nom, c'est à la fois l'image, la transcription de ce qu'a subi son pied. Il est pied enflé, oidos et pouce, mais il est aussi celui qui... son nom est aussi construit sur la racine du savoir. Oida en grec, ça veut dire je sais. Et je sais pour avoir vu, d'ailleurs. Et donc toute la question de la vision, de la connaissance, et de la vision, qui en Grèce est vraiment inextricablement liée, elle est vraiment au cœur de la pièce. Et donc d'avoir ce personnage qui recherche le coupable, alors que tout le monde sait que c'est lui, et qui a répondu à la question générale de la Sphinge en disant c'est l'homme, et qui n'est pas capable de répondre à la question qui est le meurtrier, en fait c'est moi, c'est qu'il ne sait pas il ne sait pas répondre à la question qui est Édipe en fait, et qui suis-je plus largement. Et c'est donc et on n'a pas encore parlé de l'aveuglement, mais évidemment, c'est-à-dire que Sophocle multiplie vraiment les éléments symboliques autour de cette thématique-là. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'une tragédie de Sophocle autour de ce cycle d'Édipe. Il y en a plusieurs, et c'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, Lucie Thévenet. Ce sont des grands thèmes qui sont
pris par des auteurs différents aussi, et le même auteur sur ce même thème peut déplier en fait l'histoire en plusieurs tragédies. Donc nous l'avons entendu ici, il y a dans Édipe Roi l'idée que il recherche le meurtrier de Laios, mais le problème c'est que c'est lui, etc., etc. Même si je vous vois me regarder, Claire Pollian, vous me dites, on n'en est pas sûr. Il a peut-être pas tué son père. Et dans d'autres tragédies, Sophocle retrouve le personnage plus tard. C'est cela, hein? Oui. Je termine juste sur ce que je rebondis sur ce que vous venez de dire. Finalement, on sait qui est le meurtrier, mais enfin, la question, c'est vraiment de savoir qui il est lui. Et par contre, il reconnaît ses vrais parents. Et donc, il reconnaît sa véritable identité. Et je crois que l'intrigue, je dirais que pour les Grecs, l'intrigue, elle était peut-être plutôt là-dessus, en fait, pour répondre à votre question tout à l'heure. Que Laios là, la question du meurtrier, père, ouais. elle se double en fait d'une question sur lui-même. Et c'est en découvrant sa véritable généalogie qu'il se découvre d'ailleurs roi légitime de Thèbes. Et en fait, né de qui il ne devait pas naître et s'étant uni à celle avec qui il ne devait pas s'unir. Voilà. Parce qu'il a tué son père et il a fait des chicoteries avec sa mère. Oui. Voilà. Mais pour revenir après à la suite de votre question, de fait, Sophocle, alors lui, je le disais tout à l'heure, il n'a pas composé de trilogie liée sur Édipe, mais par contre, dans le cours de sa carrière, il s'est attaqué à cette matière-là à plusieurs reprises. Et par bonheur, c'est des pièces qui nous ont été transmises. Donc il a commencé par Antigone, en fait, c'est-à-dire un peu par le milieu de l'histoire, on pourrait dire. Antigone qu'on date environ de 442, même si la date n'est pas certaine. Il y a ensuite eu cet Édipe Roi magistral, donc plutôt dans les années 430. Et puis à la toute fin de sa vie, il y revient. Et il y revient à travers la pièce Édipe à Colonne, qui, d'une manière là aussi assez belle, reprend le personnage qui a lui aussi vieilli. Finalement, c'est comme si Édipe était devenu une sorte de double finalement de Sophocle. Et donc Sophocle, vieillard, écrit cette pièce qui sera d'ailleurs son ultime pièce et qui sera représentée de manière posthume. Donc on a vraiment coutume de dire que c'est son testament, où on a Édipe, Antigone qui ont poursuivi leur errance et qui se retrouvent précisément à Athènes, là où la pièce était jouée. Il y a peu de tragédies qui se déroulent à Athènes, donc celle-là est quand même importante aussi là-dessus. Et dans les environs d'Athènes, dans ce colonne qui n'est autre qu'en fait le thème d'origine de Sophocle. Donc tout se tisse de cette manière-là, et on va assister à la mort d'Édipe dans cette ultime tragédie. Édipe est avec Antigone. Édipe à Colonne. Informé 1000 fois qu'un désespoir affreux ensanglanta vos mains en vous privant des yeux, instruit surtout par ceux qui m'offraient mon passage, je vous connais, Oedipe, en voyant ce visage. Car ce front déchiré, c'est de cette union terrible, mais c'est aussi une manière de montrer son accession au savoir, de la même manière que Tirésias le devin est aveugle aussi dans la pièce. Claire Pollian, nous parlons beaucoup des personnages principaux de ces pièces de Sophocle, Édipe bien sûr, nous venons de citer Antigone. Bon, Laios, ça va, il a été tué, donc on en parle, mais on ne sait même pas où est le corps. Juste, où en sommes-nous quand nous sommes avec cet Édipe vieillissant, aveugle, sur cette idée de meurtre? Est-ce que il y a dans la révélation du meurtre presque quelque chose qui n'est que le début de la suite, et avec Édipe à Colonne, nous sommes dans la continuité, ce qui permet à Sophocle là de tisser des liens dans ce regard porté sur la société autre, la figure de Thésée qui est ici le roi présenté comme glorieux face à Édipe qui lui n'est plus rien, qui est aveugle et conduit par sa fille. Enfin, il y a des images qui se construisent de manière très nette et très forte autour de ces tragédies de l'Antiquité. Oui, je dirais que Édipe à Colonne offre du point de vue du personnage d'Édipe, d'Antigone, quelque chose presque d'apaisé. En tout cas, la vague de violence est passée sur Édipe. Elle l'a transformé. Certaines réécritures contemporaines, je pense à celle d'Henri Bochot sur La Route, fait d'Édipe quittant Thèbes et arrivant plus tard dans les environs d'Athènes, fait d'Édipe un personnage qui vit une sorte d'expérience initiatique. Donc une vraie métamorphose intérieure, spirituelle. Simplement, la violence est toujours là. C'est pas, n'est-ce pas, Lucie, puisque elle assaille Thèbes et elle est désormais prise en charge, si on peut dire, par les fils d'Édipe.
par ses fils qui, entre-temps, une fois après leur départ, se battent et finir par s'entretuer. Là, pas encore à ce stade-là. Mais voilà, on est dans une guerre de succession, on pourrait dire, avec aussi Créon là au milieu. Créon, on n'en a pas encore beaucoup parlé pour le moment, mais c'est aussi un personnage sur lequel on peut avoir pas mal de soupçons. Enfin, dans Édipe Roi, Édipe et d'ailleurs le soupçonne d'ailleurs de comploter contre lui. Il faut dire qu'Édipe emprunte au trait du tyran dans le double sens qu'il peut avoir en grec, et qui va devenir complètement paranoïaque. Mais cette violence, elle est là, et d'ailleurs, Créon va venir enlever les filles d'Oedipe parce qu'Ismène la rejoint entre deux. Enfin, on a cette belle arrivée d'Ismène dans l'Édipe à Colonne. On a l'impression que toute la famille se réunit, mais ailleurs finalement, ailleurs qu'à Thèbes. Et tout le monde vient chercher ce vieillard qu'on avait pourtant exclu, parce que précisément, il va pouvoir devenir sauveur maintenant. C'est-à-dire qu'on parlait de métamorphose et puis de moments initiatiques. Il a été un paria pendant toute sa vie, mendiant, rejeté, etc. Et ça, on le sait grâce à un oracle. Après sa mort, il va devenir protecteur. Donc finalement, tout le monde se l'arrache juste avant sa mort pour récupérer son corps. Et on en revient à la question du corps. Celui-là, il va disparaître aussi, mais l'endroit où il est censé être enterré va devenir, va acquérir va avoir une aura protectrice en fait sur la contrée autour de lui. Donc Créon veut venir le récupérer. Créon, qui l'a chassé de Thèbes, lui dit mais non, reviens, tout a changé, maintenant tu verras, on va t'accueillir. Enfin, on se doute bien qu'il n'a pas tellement envie de revenir dans ce palais. Créon, c'est à la fois son oncle et son beau-frère, oui, exactement. Parce que c'est le frère de sa mère, voilà. Ouais, de Jocaste. Et puis ensuite, Polynice, le fils qui n'est pas resté à Thèbes, qui en a été exclu, qui est parti ensuite, qui va mener la guerre contre Thèbes pour récupérer le trône, vient aussi chercher Édipe en suppliant, en jouant vraiment le jeu du fils auquel il va falloir prêter secours, etc. Bon, personne n'y croit 2 minutes. Et Thésée joue aussi ce rôle-là d'une certaine manière, mais Thésée le fait en étant ce roi modèle, accueillant, protecteur des suppliants, qui, alors certes, Oedipe lui demande d'être accueilli à Athènes, donc il a beau jeu de lui répondre par l'affirmative, mais finalement, c'est exactement pour les mêmes raisons que les autres. C'est pour pouvoir récupérer son corps. Et puis cette histoire du corps qui est la source aussi d'inspiration de tant d'autres histoires. Polynice, donc un fils d'Édipe, donc un frère d'Antigone, et l'objet, en tout cas son corps, de tant de détestation et puis presque de dévotion de la part d'Antigone, qui veut récupérer son corps et pouvoir l'enterrer. On a quelque chose ici qui tient à une histoire corporelle, on l'entend bien, une histoire qui est très charnelle, une histoire de famille aussi. Il n'y a rien de tel dans les polars d'avoir des histoires de famille. Alors, qui a tué est-ce l'oncle? Est-ce ici la nécessité de retrouver ces corps cold case en Grèce antique? C'est cet ouvrage publié sous la direction de Zoé Angélis et Pierre Bayard. On parle beaucoup d'Édipe Roi. Claire Polyan, ça c'est votre travail dans cet ouvrage, mais on peut dire que ce qui s'applique sur ce cas de Sophocle pourrait être démultiplié sur d'autres tragédies. Mais absolument, et du reste, l'ouvrage comporte un article de Pierre Bayard qui, lui, revisite l'histoire d'Antigone et montre qu'elle n'a pas pu se suicider. Puisque dans l'Antigone de Sophocle, on fait le lien avec ce qui vient d'être dit. Donc Antigone, elle, veut assurer une sépulture à ses 2 frères, aussi bien celui qui était roi de Thèbes que celui qui a attaqué Thèbes pour récupérer sa propre royauté. Les 2 frères devant se partager la royauté de façon alternative. Et dans la pièce de Sophocle, Antigone est réputée se suicider après que Créon l'a faite emmurer vivante parce qu'elle outrepassait ses lois à lui, qui disaient qu'il ne fallait pas rendre d'hommage à Polynice. Or, Pierre Bayard montre à sa façon, que je laisse les auditeurs découvrir, que ça n'est pas possible. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce que fait Pierre Bayard à ce moment-là, c'est qu'il réhabilite une Antigone absolument sûre de son choix, donc n'ayant aucune tentation suicidaire et ayant au contraire une grande envie de vivre. Et c'est une façon de réhabiliter un personnage féminin.
Et d'une certaine manière, dans les différents cold cases, celles et ceux qui ont mis en avant le personnage de Jocaste, la mère d'Édipe, réhabilitent aussi l'agentivité, pourrait-on dire, d'un personnage féminin. Et il est frappant qu'aujourd'hui, il y a donc des relectures d'Édipe. Cet ouvrage est l'une d'elles. Il y a des mises en scène d'Édipe qui sont analysées notamment par Delphine Eddy, qui mettent l'accent également sur la personnalité de Jocaste. Elle analyse des pièces de Robert Eicher et de Majazade. Et il y a aussi une recrudescence d'études sur le mythe de Jocaste, précisément, dont témoigne un livre tout récent, celui de Cassandre Martini, qui montre que dans les années 80, au moment où s'élabore un mouvement, où prend forme à nouveau, c'est pas la première fois, un mouvement de relecture féministe des textes, eh bien, le mythe de Jocaste monte en puissance. Et oui, ça veut dire que ces figures féminines deviennent ici centre d'intérêt légitime dans des tragédies qui mettent en avant, ou pour le dire autrement, dans lesquelles souvent a été mis en avant un homme, héros, en l'occurrence a fortiori dans le complexe d'Œdipe. Ah oui. A fortiori dans cette relecture par Freud, qui insiste sur la libido d'un petit garçon pour sa mère, et on voit mal où est le rôle de la petite fille, on voit bien la rivalité père-fils, on voit mal où est le rôle de la mère en tant que personne. Et c'est la même chose pour Antigone, bien sûr, avec toute la question du suicide. Et pourtant, elle a écrit une lettre, mais ça, c'est Jean Anouilh. Écris, mon chéri. C'est pour votre bonne amie. Mon chéri, j'ai voulu mourir, et tu ne vas peut-être plus m'aimer. J'ai voulu mourir, et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Et Créon avait raison. C'est terrible maintenant à côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. Créon avait raison. C'est terrible. Oh, Aimon. Maintenant... Notre petit garçon. Je le comprends seulement maintenant combien c'était simple de vivre. Dites, vous allez trop vite. Comment voulez-vous que j'écrive? Faut le temps, tout de même. Je ne sais plus pourquoi je meurs. Je ne sais plus pourquoi je meurs. On sait jamais pourquoi on meurt. J'ai peur. Non, raye tout cela. Il vaut mieux que jamais personne ne sache. C'est comme s'il devait me voir nue et me toucher quand je serais morte. Mais seulement... Pardon. Pardon, mon chéri. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Sans la petite Antigone... Je t'aime. Vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est une drôle de lettre, hein? Oui. C'est une drôle de lettre. Drôle de lettre pour un drôle de drame. Ici, c'est une adaptation radiophonique de la pièce de Jean Anouilh. L'adaptation, c'est 1958. Lucie Thévenet, on l'entend avec l'évocation de cette figure d'Antigone. Et ici, par Jean Anouilh, il y a quand même quelque chose d'un petit peu piquant, de venir par la tragédie faire bouger les choses. La limite de la tragédie, c'est aussi l'interprétation de la tragédie, c'est-à-dire que parmi ces textes si beaux, eh bien la réception peut varier selon la volonté, alors du contexte, de la cité qui représente. La figure d'Antigone, nous pouvons la mettre aujourd'hui en avant. Je ne sais pas si elle l'était autant dans l'Antiquité. Aujourd'hui, on a une vision d'Antigone qui est largement formatée par des siècles et des siècles de réception, qui en feront un modèle de rébellion, un modèle de piété familiale, etc. Tout à l'heure, on parlait de sa désobéissance aux lois de Créon, mais les lois de Créon, c'est celles de la cité. Donc, elle ne désobéit pas non plus à des ordres tyranniques, dans le mauvais sens du terme. Donc il faut aussi se replacer de ce côté-là, c'est-à-dire que ce que fait Antigone, donc encore une fois par la réception, ça a été vu comme un geste sublime quelque part, et elle incarne vraiment
encore aujourd'hui, énormément de principes moraux, de respect des morts, qui étaient aussi très importants pour les Grecs. Mais si vous relisez la fin de la pièce, là justement le chœur, qui peut-être se fait l'écho là d'une norme, là très certainement, trouve qu'elle a agi de manière totalement déraisonnable. Et il lui dit clairement à la fin. Et on plaisantait là-dessus avec un collègue historien récemment. On disait, mais qu'est-ce que les spectateurs devaient penser de cette folle, en fait, qui contrevient vraiment aux habitudes aussi des Grecs. Enfin voilà, une jeune fille qui sort la nuit en dehors de la ville, mettre de la poussière sur un corps. Enfin, ça devait pas arriver très souvent. Alors c'est de là la portée aussi. Surprenante finalement de son geste. Après, quelle était justement la vision que pouvaient en avoir les spectateurs ? Moi, j'ai envie de répondre un peu comme tout à l'heure. Ils avaient vu, ou ils allaient voir, ou ils avaient en tête d'autres versions d'Antigone. Et Euripide a lui aussi écrit une Antigone dont on a alors quelques fragments qui ne nous sont pas vraiment d'une grande utilité, mais on a aussi des attestations par des résumés ou par d'autres sources secondaires. Et on sait que dans son Antigone, Antigone n'allait pas toute seule honorer le cadavre de son frère. Il y a aussi d'autres sources qui nous montrent qu'elle était vraiment en binôme avec Ismène, voire même avec Aimon, qui est son fiancé, qui est le fils de Créon. Ismène, c'est sa sœur. Ismène, c'est sa sœur. Donc sa sœur à elle et le fils de Créon, enfin voilà, son cousin finalement, quelque part. Et donc voilà, elle n'est pas seule. Sophocle a vraiment aussi mis en valeur cette figure unique, qui est évidemment d'autant plus saisissante, comme pas mal de ses personnages. Et elle n'était pas condamnée à mort. Et il y a même des versions, et certainement celle d'Euripide, pour laquelle ensuite elle se mariait avec Aimon. Ils avaient d'ailleurs un petit garçon dont on a le nom dans certaines versions, etc. Donc il faut aussi se dire que, aujourd'hui, imaginez qu'Antigone ne meurt pas. Ça paraîtrait très étonnant à beaucoup de gens. Je suis bien d'accord. Avec ces grands registres autour de la tragédie, nous évoquons Édipe, Antigone, il y a Phèdre aussi. Et Lucie Thévenet, vous êtes l'autrice de Phèdre à Hippolyte, scène d'aveux antique et contemporaine. Parce que le contemporain est important. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous évoquons Cold Case en Grèce antique, parce que ce sont ces échos à travers le temps. Bien sûr, la lecture comme un polar de ces tragédies, c'est cet aspect ludique et cette stimulation intellectuelle. Et ça enrichit la réflexion. Donc là, c'est intéressant. Puis, dans le même temps, nous passons par de grands auteurs qui, eux aussi, ont réfléchi sur Édipe Roi. Il est déjà contre la vraisemblance qu'Œdipe, qui règne depuis si longtemps, ignore comment son prédécesseur est mort. Mais qu'il ne sache pas même si c'est au champ ou à la ville que ce meurtre a été commis, et qu'il ne donne pas la moindre raison ni la moindre excuse de son ignorance, j'avoue que je ne connais point de terme pour exprimer une pareille absurdité. C'est une faute de sujet, dit-on, et non de l'auteur. Comme si ce n'était pas à l'auteur à corriger son sujet lorsqu'il est défectueux. Je sais qu'on peut me reprocher à peu près la même faute. Mais aussi je ne me ferai pas plus de grâce qu'à Sophocle. Et j'espère que la sincérité avec laquelle j'avouerai mes défauts justifiera la hardiesse que je prends de relever ceux d'un ancien. C'était Voltaire. En 1719, lu ici par Raphaël Laloum dans le cours de l'histoire sur France Culture. Claire Pollian, c'est toujours très drôle d'entendre Voltaire. Il dit, ça va, et quand même, il y avait des petites erreurs dans le machin et tout. Mais alors, si Édipe n'a pas tué son père, qui est l'assassin? Est-ce qu'il y a des pistes ici maintenant? Parce que là, on voudrait savoir. Il y a beaucoup de pistes, et Voltaire soulève le lièvre, mais ne poursuit pas l'enquête. Il fait preuve d'un plagiat par anticipation, mais il ne développe pas la chose complètement. Il y a beaucoup de pistes. À partir du moment, d'ailleurs, l'oracle de Delphes le fait dire à Édipe par la voix de Créon. À partir du moment où on cherche, il y a des chances qu'on trouve. À partir de là, tout se réouvre. Et du moment qu'on reprend une enquête rationnellement, tout le monde peut être coupable. Donc, des pistes s'ouvrent concernant Jocaste, on l'a dit. La mère. La mère elle-même. Elle aurait pu tuer le père pour éviter qu'il tue leur enfant.
qui aurait pu tuer le père, sachant que l'enfant avait été tué déjà, puisque la chose arrive bien après, pour des raisons de vengeance, pour des raisons de peut-être avait-elle un amant, peut-être, mais aucun personnage ne sera épargné par la mise en cause et la suspicion. Donc la mère peut être coupable. Si l'on s'oriente vers l'hypothèse d'un meurtre collectif, ce qui n'est jamais à exclure, le cœur peut être coupable, lui-même. Alors pour la mère, on a vu qu'elle disait que Laios avait fait tuer l'enfant et qu'on apprenait plus tard que c'était elle qui avait confié l'enfant au berger de Thèbes, ce qui met en cause la faillibilité de sa parole, d'où le fait que le soupçon puisse ensuite s'étendre sur elle. En ce qui concerne le cœur, Héraclite Stadler remarque que le cœur freine l'enquête à de multiples moments. Donc là aussi, on va laisser les auditeurs peut-être découvrir toute l'argumentation, mais le cœur freine l'enquête, c'est vrai. Le cœur, d'autre part, ne suit pas Édipe quand Édipe essaie d'accuser Créon ou Tirésias d'avoir fomenté un complot contre lui. Donc le cœur peut être suspect. Créon peut être suspect. L'oncle. L'oncle, puisqu'il il est celui qui tire l'épingle du jeu du point de vue du pouvoir. Donc évidemment, son mobile est tout trouvé. Reste à lui trouver la façon dont il a fait la chose. Mais enfin, en s'arrangeant et en lisant bien le texte, on finira par trouver. Bref. Il y a encore beaucoup à enquêter et c'est en cela qu'il y a une véritable force de ces tragédies, au sens où, comme vous nous le disiez, Lucie Thévenet, il y a la possibilité de raconter l'histoire de plusieurs manières, telles que ça a été fait, et parfois en croisant tout cela, c'est ce qui fait qu'on a un véritable plaisir à les retraverser. Comme ça, on révise nos classiques, ça fait jamais de mal. Et puis, dans le même temps, on est stimulé intellectuellement avec ces cold cases en Grèce antique. Je rappelle, aux éditions du CNRS, l'ouvrage qui est dirigé par Zoé Angélis et Pierre Bayard. Merci beaucoup à vous deux d'être venus dans le cours de l'histoire. Lucie Thévenet, Phèdre à Hippolyte, ces scènes d'aveux antiques. Vous savez, contemporaine, ça c'est aux belles lettres. Et puis Claire Pollian, là nous sortons de l'univers grec avec les métamorphoses d'Ovide. Mais c'est votre ouvrage aux éditions classiques Garnier. Merci beaucoup à toutes les deux. Dans le cours de l'histoire, il est possible d'écouter cette série consacrée à la Grèce antique. Mais oui, quoi de neuf chez les Grecs sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Parce que, nous le savons, il est difficile de percer les mystères de la Grèce ancienne. Percé et vainqueur, mon fils a triomphé. Il a beaucoup de chance, ton fils. Mais la chance est l'allié de la bravoure. Quel dangereux précédent. Si un jour il devait y avoir d'autres héros comme lui, si le courage et l'imagination allaient devenir des vertus courantes chez les mortels, qu'adviendrait-il de nous? Ce jour-là, on se passerait de nous. Mais pour le moment, il y a assez de mensonges, de paresse, de lâcheté et de méchanceté sur la terre pour que cela dure éternellement. Eh ben oui, c'est Jacques François qui est Zeus dans le film Le Choc des Titans, le film de Desmond Davis en 1981, donc un Zeus particulièrement élégant. Et aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec à la technique Jean-Guilain Meige, émission préparée par Raphaël Laloum, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Sidonie Lebeau, Chloé Rouillon et Maïwen Guizou. Le cours de l'histoire à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.